Bonjour, bienvenue dans cette neuvième et dernière vidéo du Ready to be Invested programme. Nous arrivons au bout de notre voyage et avant d'être vraiment prêt à présenter son dossier, il y a un dernier chapitre qui nous semblait intéressant d'aborder pour avoir un excellent dossier investisseur. C'est une notion un peu particulière que l'on introduit ici, la notion dite de trésor de guerre, et que l'on va combiner à la logique, au principe de l'architecture de valeur. Alors de quoi s'agit-il? Donc comme d'habitude, bien sûr, ces vidéos sont fournies en Creative Commons, hein, donc elles sont open source, vous pouvez les réutiliser, mais on vous demande évidemment de citer Lean Square et Picat Management comme source. Vous ne pouvez pas faire un usage commercial, vous ne pouvez pas les dériver, vous pouvez les reproduire à l'identique. L'objectif de cette dernière vidéo, c'est la question clé évidemment de la création et de la captation de valeur. Qu'est-ce qui va s'accumuler comme valeur dans votre projet, puisqu'évidemment, au-delà, je dirais, de mettre de l'essence dans le moteur, hein, l'idée c'est quand même de voir un petit peu comment votre start-up accumule une valeur dans le long terme. Qu'est-ce qui fait que votre entreprise va grandir effectivement et devenir quelque part revendable, valorisable à long terme. Alors on va parler de 5 points dans cette courte vidéo, ce sera sans doute la plus courte de l'ensemble de la séquence, de la notion de trésor de guerre, on va donner quelques exemples, on va parler de l'architecture, on va parler du cas client, et cinquième, on va évidemment conclure l'ensemble de ces vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est que la notion de trésor de guerre? De quoi parle-t-on? Pourquoi est-ce important? En fait, dans les différentes définitions qu'on a pu donner de la notion de business model, on en a 3 ici, hein, on voit qu'un business model, l'approche classique, c'est la logique de l'entreprise et la façon dont elle opère et crée de la valeur afin d'assurer sa pérennité. Donc il y a une notion de création et de captation de valeur. Laurence Lehmann-Ortega parle, elle, d'architecture de valeur, c'est-à-dire qu'elle va déterminer l'ensemble des composants, des blocs. Elle va reprendre la bonne vieille notion d'architecture de valeur, mais elle va l'adapter autour de l'idée que l'architecture de valeur sont les étapes successives à travers laquelle la start-up, la PME, l'entreprise va pouvoir effectivement capter, transformer en profit, à travers notamment la notion d'équation de profit. Et Alex Osterwalder, dans sa définition du business model, amène un troisième composant, un troisième élément, qui est le fait que le business model, c'est un outil conceptuel dans lequel on va décrire effectivement différents éléments et leurs relations. Et l'idée, évidemment, c'est cette notion de relation entre différents blocs. Donc on va voir que la notion de création et de captation de valeur va se réaliser à travers une architecture des composants qui seront en relation les uns avec les autres. Et donc la question clé sur laquelle on va s'interroger, c'est la problématique finalement de qu'est-ce qui constitue l'élément, la richesse, c'est quoi vos pièces d'or à vous, qu'est-ce que vous accumulez dans le temps, dans votre trésor, pour faire grandir effectivement, je dirais, le trésor de guerre de votre entreprise. Alors, on va un peu donner quelques exemples. Imaginez que vous êtes un courtier d'assurance. Là c'est assez simple, la notion de trésor de guerre. Le principe du courtier d'assurance, c'est que vous avez des clients. Ces clients sont ce qu'on appelle un portefeuille. Les clients ont un plus ou moins grand nombre de produits d'assurance dont ils ont fait l'acquisition chez vous. Et l'idée, évidemment, c'est que ces clients en portefeuille, chaque année, hein, le métier de l'assurance, c'est un métier assez difficile, puisque, en gros, si tout se passe bien, vous ne recevez qu'une facture, hein, et chaque année, ces clients dépensent un certain montant pour être couverts dans différentes assurances, en vie, en non-vie, par rapport à leur bagnole, etc. Et donc, la valeur, entre guillemets, de votre compagnie d'assurance dépend essentiellement du portefeuille, c'est-à-dire du nombre de clients et de la quantité, de la qualité des produits qu'ils vous achètent. La matérialisation concrète du trésor de guerre d'un courtier d'assurance, c'est évidemment l'ensemble des contrats que le courtier d'assurance a dans son portefeuille. Et une idée évidemment importante, c'est que si vous pouvez bien identifier le trésor de guerre de votre entreprise, il est essentiel évidemment d'entretenir ce trésor. Et donc l'idée
Typiquement, une compagnie d'assurance ne peut pas se permettre de n'envoyer qu'une facture par an. Elle envoie également de l'information, elle entretient un contact. Les contacts sont évidemment stockés dans une base de données de contacts, etc. Et donc, il y a toute une idée d'entretien de contact. Donc, typiquement, la notion, par exemple, de portefeuille client pour un courtier, c'est une première représentation simple de notion de trésor de guerre. Il y a des métiers plus subtils. Par exemple, dans le monde des applications mobiles, on peut se dire que votre application vaut d'autant plus d'argent, hein, c'est un peu ça la notion de trésor, elle vaut d'autant plus d'argent que vous avez eu un nombre important de downloads, de nombre de fois que votre application a été downloadée. Mais plus important que la notion de download, c'est la notion d'utilisateur. Hein, le nombre d'utilisateurs qui utilisent effectivement l'application. L'usage effectif, hein, donc le fait d'avoir essayé l'application, c'est bien, mais le fait de l'utiliser régulièrement et de continuer à l'utiliser donne encore plus de valeur. À ces notions d'usage peuvent être associées des notions de revenus. Par exemple, c'est une application qui vous donne des conseils en matière de diététique ou des conseils pour mieux courir ou votre application bancaire qui serait par exemple payante, c'est une application particulièrement performante. Le fait de payer chaque mois, chaque année pour en garder l'usage, ça crée évidemment une valeur différente. À l'intérieur de l'application, une notion comme on appelle le in-app purchase, est-ce que j'ai des fonctionnalités que je peux activer, hein, j'ai par exemple une application de coaching sportif, je peux peut-être payer, peut-être l'application est gratuite, mais les programmes de coaching sont éventuellement payants. Alors on trouve de nombreux exemples hein, de start-up applications mobiles, applications comme Nextride par exemple, qui propose un système d'horaire de bus gamifié. Évidemment, la valeur entre guillemets du projet, c'est le nombre d'utilisateurs, la qualité de la cible, hein, c'est essentiellement des jeunes de 16 à 25 ans, qualité de cible très difficile à toucher pour des marketeurs traditionnels, et la qualité de l'usage. La plupart des utilisateurs qui essayent Nextride continuent de l'utiliser, adorent l'application, sortent l'application plusieurs fois par jour. Il y a donc une opportunité de contact avec cette cible qui est, d'un point de vue marketing, particulièrement compliquée à toucher à travers l'application. Une application comme HelloCode, par exemple, qui est un petit peu le leader, je dirais, pour un étudiant, trouver un code, ou pour un propriétaire de code, mettre à disposition un code vers une communauté d'étudiants, c'est évidemment le trésor de guerre, c'est le nombre à la fois d'étudiants qui recherchent, mais également de propriétaires de code qui, année après année, reviennent, je dirais, déposer leurs annonces pour présenter les codes sur la plateforme HelloCode. Alors les questions qu'on doit se poser, c'est comment ces propriétaires, ces porteurs de projets d'applications mobiles matérialisent-ils leur trésor de guerre? Le fait d'avoir plein de propriétaires de code, par exemple, qui utilisent régulièrement l'application HelloCode. La question, c'est comment HelloCode matérialise-t-il son trésor de guerre? L'idéal dans une situation comme celle-là, c'est d'avoir un outil dans lequel on entretient tous les contacts, hein, dans lequel on stocke déjà tous les contacts, et on entretient ces contacts en dialoguant régulièrement avec les propriétaires de code, en leur demandant s'ils sont satisfaits de l'outil, quels nouveaux services on peut développer pour eux, etc. Donc il y a vraiment l'opportunité d'un dialogue. La valorisation d'une application mobile, c'est essentiellement la qualité, la connaissance, l'échange, l'opportunité de communication effective avec l'ensemble des utilisateurs, par exemple. Un troisième exemple, c'est une société comme Microsoft, hein, Microsoft Windows, par exemple, on peut dire quel est le trésor de guerre d'une société comme Microsoft? Alors, en 1985, le trésor de guerre, c'est le fait de vendre une licence Microsoft à un utilisateur, monsieur, madame, tout le monde, et chaque année, ou une fois de temps en temps, hein, selon que l'utilisateur est un utilisateur grand public ou un utilisateur professionnel, toucher, facturer une maintenance pour tenir à jour effectivement le logiciel. Alors, de 85 à quasiment 2008, le modèle de référence d'une société comme Microsoft l'objectif, c'était d'avoir le plus d'ordinateurs personnels dans le monde qui utilisent la plateforme Windows.
Et donc d'avoir, et on le voit hein, sur la première courbe du graphique, le nombre totaux de devices connectés à Internet étaient essentiellement des ordinateurs personnels. À partir de 2008, le monde va basculer. Et à partir de 2008, on va voir apparaître connecté à Internet, et donc on voit que le nombre d'ordinateurs personnels, hein, la courbe en rouge, continue de grandir, mais le nombre d'utilisateurs de fonctionnalités de type ordinateur, des gens qui vont se connecter à Internet, le monde va complètement basculer parce qu'à partir de 2008, on va voir de plus en plus de téléphones. Et aujourd'hui, la proportion de téléphones connectés à Internet, c'est pratiquement 70% des devices connectés sont des téléphones. Peut-être 15% sont des ordinateurs, et puis le solde des tablettes, enfin les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, peut-être 20, 60, 20, hein, ou quelque chose comme ça, pardon. On le voit sur le graphique aujourd'hui, et cette tendance s'accélère au profit de plus de tablettes et de plus de téléphones. Et le monde de Microsoft, la notion de trésor de guerre, se dire ce qui compte pour nous, ce sur quoi nous devons être le plus attentifs, c'est d'avoir le plus de licences Windows sur des ordinateurs, va complètement basculer. Ce qui va devenir essentiel en 2008 pour une société comme Microsoft, ce sera non plus d'avoir le plus de licences sur des ordinateurs personnels, mais d'avoir le plus d'identifiants à des services disponibles sur Internet. On se connecte à des services sur Internet à travers son compte Hotmail, à travers son compte Facebook, à travers son compte Twitter. Et donc, on va voir que la distribution des acteurs clés, à travers son compte Google, bien entendu, la distribution des acteurs clés du monde IT est complètement bousculée parce que ce qui va devenir le trésor de guerre d'une société, ce n'est plus d'avoir la licence sur l'ordinateur, mais c'est d'avoir l'ID de connexion aux différents services sur Internet. Ce que j'essaye d'illustrer avec ce case ici, c'est que la notion de trésor de guerre peut également être questionnée. Elle peut évoluer dans le temps. Et il est clair qu'une société comme Microsoft a dû basculer son business model pour accumuler d'autres sortes de trésors de guerre à partir de 2008. Un autre exemple bien connu, hein, le concept de pain quotidien, par exemple, c'est au départ en 1990 un concept store. Très très vite, le trésor de guerre, c'est le nombre de clients, évidemment. Hein, ce sont les clients, comme dans un magasin. C'est basé sur une proposition, disons, de produit original, mais comme dans tous les concept stores. Mais très vite, dès 1990, en fait, dès la création, il y a une notion de franchise qui apparaît, et 6 magasins sont rapidement franchisés autour du magasin original. La photo qu'on voit ici, c'est un des pains quotidiens à New York. Il y a eu de nombreux rebondissements, je ne vais pas revenir dessus dans l'aventure du pain quotidien, ça a été revendu, racheté, il y a eu... voilà, mais aujourd'hui, hein, il s'agit véritablement d'un réseau, d'une image, il y a toute une dynamique de produits, c'est plus de 10 000 personnes qui travaillent dans le pain quotidien, et aujourd'hui, la valeur, hein, le trésor de guerre du concept store réactualisé, c'est véritablement le réseau de présence internationale du modèle. Donc on voit que même dans le chaos, je dirais, d'une évolution multidimensionnelle, il y a toujours à un moment donné une dynamique particulière qui est mise en œuvre. Alors évidemment, la question, c'est si je peux identifier le trésor de guerre, c'est-à-dire ce qui constitue la valeur à long terme de mon entreprise, hein, pour Microsoft, le plus d'ID, pour une compagnie d'assurance, le plus de contrats, pour une société comme le pain quotidien, un réseau le plus étendu possible. La question, c'est qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour à la fois créer cette valeur, la capter et la capitaliser à long terme. Quelles sont les fonctions essentielles que je dois développer au sein de mon organisation pour pouvoir créer, capter et capitaliser sur de la valeur? Parce qu'évidemment,
Il ne s'agit pas juste de faire tourner son business, il s'agit d'accumuler de manière pleinement consciente et efficace une dynamique de valeur à long terme. Alors pour ça, il y a un concept ancien qui avait été popularisé d'ailleurs par Michael Porter dans les années 90, qui était la notion de chaîne de valeur, dans laquelle on distinguait évidemment les activités de base, la logistique, la fabrication, la commercialisation, le marketing, la vente, les services, des activités de soutien, dans lequel on va retrouver les ressources humaines, la finance, éventuellement la R&D. Moi, j'ai tendance à mettre la R&D en amont des activités de base, parce que le monde change tellement vite. Cette chaîne de valeur dessinée par Porter est inventée dans les années 90, à une époque où on communique par fax. Au XXIe siècle, évidemment, pratiquement 30 ans plus tard, il serait probablement plus subtil d'inclure la R&D dans le processus de chaîne de valeur. Les achats peuvent éventuellement constituer un élément clé de la chaîne de valeur et l'ensemble dégage une marge à long terme. Alors la première question que je vais vous poser, c'est quelle est votre architecture de valeur? Quels sont les blocs essentiels pour votre start-up? Quelles sont les activités de base? Quelles sont les activités de soutien? Comment votre entreprise dégage-t-elle de la marge? La deuxième question, c'est pour chacun de ces blocs, quels sont les rôles et responsabilités? Est-ce que vous avez en interne ou en externe les compétences pour gérer chacun de ces blocs? Dans le business model Canva, la notion d'activité, enfin la notion d'abord de ressources, une case au centre à gauche, côté, la notion de ressources, la notion d'activité et la notion de partenaire sont intimement liées. Pour moi, la chaîne de valeur, l'architecture de valeur, je préfère une architecture qu'une chaîne en 2016, c'est vraiment la case clé, je dirais, de la notion d'activité. Et la question fondamentale, c'est pour exercer chacune des activités des blocs, quelles sont les compétences, les moyens, les ressources dont on a besoin? Est-ce qu'on en dispose en interne dans la case ressources ou est-ce qu'on doit les mobiliser éventuellement à travers des partenariats stratégiques, la case à gauche du business model Canva? Et la troisième question clé, c'est où placez-vous, que faites-vous de votre trésor de guerre? Si vous êtes une compagnie d'assurance, si vous êtes un théâtre, si vous êtes un fonds d'investissement, ou par exemple dans ces trois cas, c'est clairement votre base installée de clients qui constitue la base, je dirais, de votre trésor de guerre. Vous êtes un fonds d'investissement, vous avez un premier investissement, fait du crowdfunding, vous avez un investisseur qui investit dans une start-up. C'est clair que après qu'il ait investi dans la start-up, si vous communiquez régulièrement avec lui, les chances qu'il investisse dans une deuxième, une troisième, une quatrième sont évidemment très très élevées et le coût de réinvestissement est nettement inférieur au coût pour convaincre une première fois quelqu'un à faire du crowdfunding. Qu'est-ce que vous faites en tant que fonds d'investissement ou crowdfunder avec vos clients, avec vos investisseurs existants? Curieusement, beaucoup pas grand-chose. C'est assez étonnant. Vous êtes un théâtre, vous avez des gens qui viennent dans votre théâtre. Est-ce que régulièrement, l'année suivante, vous envoyez le programme, même de manière virtuelle, même sous la forme d'une newsletter, communiquer régulièrement avec des gens qui sont venus chez vous, ça a du sens, c'est la meilleure opportunité pour les attirer. Donc voilà, il y a toute une dynamique, et moi je suis convaincu personnellement en 2016, en 2017, au XXIe siècle, une activité de soutien clé de beaucoup de startups, c'est d'avoir une fonction transversale de gestion du trésor de guerre, et dans beaucoup de cas, du gestion du trésor de guerre qu'est le client, écoute, collaboration, discussion avec les clients existants devrait être une fonction transversale de beaucoup d'architectures de valeur de start-up. Alors la question challenge évidemment, c'est où se trouve pour votre Ready to be Invested programme, dans votre plan d'affaires, dans votre demande d'investissement, quelle est votre chaîne de valeur? Où la valeur est-elle créée? Qu'est-ce que vous pouvez faire, devez faire ou avez l'opportunité de faire d'une manière extraordinaire? Où dans la chaîne de valeur pouvez-vous
transformer, disrupter, créer de manière totalement radicale autre chose que vos concurrents et les autres acteurs de votre secteur. Êtes-vous capable d'identifier votre chaîne de valeur? Avez-vous les moyens de vos ambitions sur chacun des blocs? Et éventuellement, quels blocs peuvent constituer un différenciateur clé pour votre business? Voilà. Alors, comme je le signalais, dans beaucoup de programmes de start-up, 99% des organisations sont customer-centric, ce qui va constituer évidemment un élément clé du trésor de guerre de beaucoup d'entreprises de type start-up, c'est la capacité à capter, garder, entretenir, écouter, inventer, co-inventer, réinventer en permanence, évidemment, votre entreprise, non seulement pour, mais avec vos clients. Et donc, pourquoi ne pas gérer ces clients comme un véritable trésor en analysant d'abord quels sont tous les customer touchpoints, quels sont tous les moments au cours desquels vous avez l'occasion d'écouter, de communiquer, d'entendre votre client. Le client vous visite votre site web, il vient voir, vous livrez un produit, il vient au service après-vente, vous pouvez communiquer. Donc, quels sont tous les customer touchpoints? Quelle historisation avez-vous des différents customer touchpoints? Que savez-vous de la vie du client? Comment stockez-vous? Comment écoutez-vous? Comment êtes-vous effectivement, activement à l'écoute et activement en co-création? Y a-t-il des actions, des triggers, des déclencheurs, des moments particuliers qui font que vous en profitez pour communiquer avec un client? Je me souviens, il y a de nombreuses années, j'avais une voiture Saab, une marque de voiture qui n'existe plus. Chaque fois qu'on allait à l'entretien avec cette voiture, c'est une voiture qui était horriblement chère à entretenir par ailleurs, chaque fois que j'allais à l'entretien avec cette voiture, je recevais, après avoir été à l'entretien, une enquête de satisfaction. Et je me souviens avoir un jour signalé que je trouverais vraiment dommage que ma voiture est à l'entretien et qu'elle me revienne plus sale que je ne l'avais déposée. Pour être honnête, cette fois-là, on était en hiver et je pense l'avoir déposée vraiment sale, ce qui n'allait pas du tout. Eh bien, durant les 5 ou 6 ans, je ne sais plus, qui ont suivi ce feedback, et durant lequel j'ai toujours eu des Saab, systématiquement, Saab nettoyait complètement ma voiture intérieure et extérieure. Je suis certain qu'il me facturait ce nettoyage intérieur-extérieur, mais j'avais vraiment l'impression d'être un client privilégié. J'avais donné un feedback à travers un formulaire d'évaluation, et dans toute la vie, et malheureusement j'ai arrêté d'avoir une Saab le jour où Saab a terminé, mais dans toute la vie de clients et de conducteurs de Saab, j'ai toujours été extrêmement satisfait de la manière dont ma voiture était non seulement entretenue, mais bichonnée chaque fois que je l'amenais au garage, sachant que je payais probablement un prix beaucoup trop élevé par rapport au marché, mais peu m'importait. J'avais l'impression d'être un client roi dans cette marque que je regrette toujours et qui n'existe plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour faire sentir à ses clients qu'ils sont les rois, je dirais, de la relation? Et c'est clair que je vous invite à relire évidemment The Loyalty Effect de M. Reichelt, et qui dit effectivement que plus le client est satisfait de la relation qu'il a avec vous, moins il est sensible à un différentiel de prix. Or, on sait qu'une micro-augmentation sur le revenu a un impact plus que proportionnel, évidemment, sur la marge. Si vous augmentez de 10% le prix d'un produit ou service dans une société qui fait 30% de marge, vous augmentez en fait de 33% la marge. Et donc, si 10% d'augmentation de prix est très acceptable par un client qui est par ailleurs très satisfait de sa relation avec vous, vous avez un impact de 33% sur votre marge. Donc ça, c'est évidemment un effet très intéressant. Et la question, c'est que faut-il, que peut-on mettre en place comme outil pour traiter comme un roi vos clients? Et il y a de nombreux outils
qui vont depuis ce qu'on appelle des CRM, donc où on va pouvoir à la fois connaître, interagir, mesurer, stocker des solutions d'emailing, des configurateurs, des solutions d'appels vocaux, des services en ligne transactionnels, de la communication multichannel. Donc il existe de très 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 nombreux outils qui traitent de ce qu'on appelle la customer, à la fois interaction et la customer intelligence. En tant que start-up, ça vaut vraiment la peine de regarder les notions, par exemple, de business intelligence, ces différentes familles d'outils pour aller prendre de l'info à différents endroits, l'organiser l'information, la structurer et faire toutes sortes d'analyses pour bien comprendre votre client, son comportement, son profil, etc. Les notions de big data, c'est aussi, alors on voit, je multiplie les nombres d'acteurs, c'est toutes sortes d'outils qui permettent de combiner des informations qui viennent de sources différentes, d'appliquer des patterns, de réfléchir, d'identifier, etc. Il y a des tas d'outils, donc on a parlé d'outils de CRM, là on va parler de Customer Touchpoint, d'outils de Business Intelligence, comprendre, dans l'un on est dans les process, dans l'autre on est dans l'étude. Le Big Data va amener une notion beaucoup plus large, et puis il y a de très nombreux outils beaucoup plus centrés start-up qui font un peu beaucoup passionnément de différentes choses. On le voit, il y a plein d'outils. Le véritable challenge, c'est qu'il y a peu d'intégration, et donc il faut trouver quels outils on veut utiliser pour quel usage dans le bon rapport investissement-usage. Il faut absolument, donc vous allez difficilement installer l'architecture optimale, mais moi je vous invite à vraiment réfléchir à quels outils sont utiles pour votre réflexion, pour votre, je dirais, projet de maîtrise, de dialogue, de contrôle de votre trésor client. Et comme je dis toujours, en kayak, il faut contrôler le kayak, pas la rivière, donc mesurer l'essentiel. Il est inutile de comprendre tous les tourbillons dans la rivière, il faut comprendre comment faire passer le kayak et aller à l'essentiel. Alors on pourrait donner des tas d'exemples. Moi je suis un coureur à pied, modeste, je fais un peu des marathons. Et une des caractéristiques du marathonien, c'est, bon, mettons que le marathonien on fait 2 marathons par an, enfin, il y a tous les formats, mais typiquement une paire de chaussures sur route, ça fait entre 1500 et 2000 km. Enfin, vous ne devez pas exagérer ce nombre de kilomètres que vous faites sur route avec votre paire de godasses. Et donc, typiquement un marathonien ou une marathonienne qui va s'entraîner pour un marathon va peut-être consacrer entre 12 et 18 semaines, va courir entre 50 et certains 100, 120 km par semaine. Mais donc si vous consacrez 15 semaines à 80 km par semaine, vous faites 1200 bornes avec vos godasses. Et donc beaucoup de marathoniens, lorsqu'ils préparent un marathon, achètent, enfin en réalité font 2 marathons par an, tournent sur plusieurs paires de godasses, mais typiquement ont une paire de chaussures qui est dédicacée à leur prochain marathon. Et quand ce que vous achetez votre... Alors, je fais le marathon depuis 2000, il fait une trentaine, j'ai toujours acheté ma nouvelle paire de godasses le quasi-lendemain, ou le surlendemain, on ne marche pas très bien le lendemain, enfin surlendemain non plus, mais quasiment le lendemain ou le surlendemain du marathon, en m'inscrivant déjà pour le suivant. Alors, il y a un truc qui m'a toujours étonné. SAP, Decathlon possède en interne un système hyper performant de gestion de stock totalement, enfin, sa propre gestion interne est conçue sur les meilleurs systèmes performants de SAP. Sa gestion externe, un système, c'est une suggestion évidemment, utilise un site web. Je me connecte sur le site web en n'utilisant pas ma page Facebook, ce qui est évidemment dommage. Si je pouvais me connecter sur ma page Facebook, sur laquelle je dis « Ah voilà, cette semaine, j'ai fait mon 30e marathon à Bruxelles, ça s'est formidablement bien passé, gna 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 », sachant que lorsque je rentre dans un magasin Decathlon, par exemple, je suis ici avec mon téléphone, eh bien, on a là tous les composants technologiques pour que le vendeur de Decathlon se précipite, me félicite. Ça, ce serait une relation client pour mon marathon de la veille et me propose un super discount ou un pack marathon à un prix réduit avec la meilleure paire de chaussures parce qu'il sait très bien, en fait, il a toute l'info pour savoir que je suis en train de chercher ma prochaine paire de godasses, si pas mon prochain marathon. En tant que client digital connecté aujourd'hui, j'ai tout dit.
je mentionne sur Facebook que je cours, je mentionne mon temps sur Facebook, je visite le site Decathlon, je me rends dans le magasin, je me connecte dans le magasin avec mon téléphone et mon application, mais à aucun moment, une société comme Decathlon n'a son vendeur qui en profite pour se dire, tiens, il y a un marathonien parmi nous, comme il y en a beaucoup, et c'est le moment, effectivement, il est en mode achat. Je suis à la chasse et à aucun moment on me dit. La notion de trésor de guerre, qui est le client et la compréhension qu'on peut en avoir au XXIe siècle, c'est de ce niveau-là. Et donc aujourd'hui, en tant que start-up, on a véritablement l'opportunité de disrupter les codes, de disrupter les systèmes actuels et d'imaginer une forme de relation client du XXIe siècle. Pour le record, hein, puisqu'on est sans vidéo, je suis certain que Decathlon sera sans doute une des premières boîtes à offrir ce type de service, car ils sont évidemment à la pointe et à l'écoute, et on voit que tous les composants sont déjà en place. Donc je ne serais pas étonné prochainement de recevoir une proposition d'un vendeur de Decathlon le lendemain d'un prochain marathon. Alors, quel est le challenge pour votre R2IP? Évidemment, c'est de compléter hein, votre dossier d'investisseur d'une notion de trésor de guerre. Qu'est-ce qui crée de la valeur? Qu'est-ce qui arrange, je dirais, le wow de votre business? Comment organisez-vous l'architecture de valeur? Qui est en charge de la gestion du trésor? Et si c'est le client, ben, il est pas idiot d'avoir un customer manager. Hein. Et comment capitalisez-vous ou habillez-vous la mariée hein. Si vous envisagez un exit à un moment donné, si vous voulez en vendre votre start-up, vous avez tout intérêt, évidemment, à préparer la mariée en accumulant des pièces dans votre boîte à trésor, sous réserve, évidemment, d'avoir pu identifier de quel type de pièces il s'agissait et d'être capable, effectivement, d'organiser, je dirais, la dynamique du trésor de votre start-up. Voilà, ceci était la brève 9e et dernière vidéo du Ready to be Invested programme. Vous avez maintenant dans ces 9 vidéos et ses compléments, puisque vous avez la vidéo 16 de Turven de Norme et celle de Bruno Wattenberg sur le pitch, plus la rencontre avec notre ami Xavier Peters, pardon. Donc nous avons ici, sauf erreur de ma part, 12 vidéos qui constituent un ensemble dans lequel vous trouvez, pièce par pièce, tous les composants, je dirais, du plan d'affaires, du business plan, du plan investisseur que vous pourriez souhaiter écrire et qui serait un petit peu le plan d'affaires, hein, le business plan idéal que vous pourriez présenter pour financer votre startup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à nous contacter, info@leansquare.be ou info@pi4mgt.be, les deux sont possibles, ou à nous rejoindre à l'un de nos One Hour Challenge où nous accueillons durant 1 heure toute une série de startups, www.onehourchallenge.be, pour éventuellement après discuter les éléments concrets de ce Ready to be Invested programme lors de rencontres individuelles avec les projets qui sont, disons, les plus à même d'être susceptibles d'être investis. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère vous revoir très bientôt.